Bonjour tout le monde. Les conseillères pédagogiques du primaire se sont à nouveau associées pour vous accompagner dans ce début d'année 2021 très particulier. Parmi les sujets que nous croyons importants d'aborder, nous avons fait le choix de débuter avec le développement de l'autonomie de vos élèves puisqu'il est profitable de le faire tôt dans l'année. Au cours de la présentation, d'une durée d'environ 15 minutes, nous allons tout d'abord définir l'autonomie. Ensuite, nous vous donnerons des pistes pour la développer auprès de vos élèves, des pistes qui proviennent d'enseignantes d'expérience qui l'ont vécu dans leur classe. Enfin, nous vous présenterons quelques exemples de gestion de classe rendus possibles lorsque l'autonomie des élèves est acquise. Qu'est-ce que l'autonomie? Chaque personne, chaque enseignant a sa vision, sa propre vision de l'autonomie. Définir et clarifier celle-ci doit se faire avec soi-même comme enseignant, auprès des élèves pour qu'ils en fassent l'apprentissage, ainsi qu'auprès de l'équipe école si l'école a une attente à cet égard, c'est-à-dire qu'une école pourrait souhaiter que les élèves développent l'autonomie tout au long de leur primaire. Ainsi, chaque niveau se donne des cibles de travail au regard de cette intention. Nous avons développé des outils qui peuvent vous aider à définir ces attentes dans votre école. Nous suggérons en premier de choisir 3 valeurs importantes pour vous comme enseignant. En ayant en tête celles-ci, nous pouvons par la suite écrire clairement quelles sont les attentes au regard du comportement des élèves dans différents contextes, comme lorsque l'élève ne comprend pas, lorsque l'élève a terminé son travail, et ainsi de suite. Le canevas de travail proposé pour faire cet exercice s'intitule « Définition, attente, autonomie ». Il est disponible dans vos documents. J'ai utilisé le document « Étapes d'implantation d'une gestion de classe qui nécessite l'autonomie des élèves », élaboré par Caroline Brault et Émilie Gamoury, pour vous présenter une démarche de développement de l'autonomie de vos élèves. Pour débuter, je dois définir mes besoins. Par exemple, j'ai besoin que mes élèves soient autonomes pour intervenir là où ça compte avec un sous-groupe d'élèves. Ensuite, je choisis une activité où je souhaite que mes élèves soient autonomes. Par exemple, la lecture autonome. Puis, je définis mes attentes clairement face à cette activité. Je m'attends à ce que mes élèves soient centrés sur leurs tâches pendant un certain temps, sans que j'aie à intervenir. Je m'attends à ce que mes élèves sachent s'organiser dans leurs tâches. Je discute avec mes élèves sur la façon de s'organiser afin qu'ils sentent qu'ils font partie du processus, qu'ils ont de l'influence. Je réfléchis à l'organisation physique et matérielle de ma classe. Je m'assure que les livres soient disponibles et en quantité suffisante. Les enfants doivent avoir des livres qui sont accessibles en termes de contenu et de difficulté selon leur niveau de lecteur. Je prévois à quel endroit mes élèves pourront lire. Ils peuvent lire assis par terre, sous un bureau. L'important, c'est qu'ils s'y sentent bien et ne soient pas dérangés lors de leur temps de lecture autonome. Je prévois un endroit pour regrouper les élèves avec lesquels je veux travailler en sous-groupe. Cet espace doit être éloigné des autres enfants pour ne pas les déranger en parlant au sous-groupe auquel j'enseigne, tout en gardant l'ensemble de la classe dans mon champ de vision. En grand groupe, annoncez ce qu'on va apprendre et pratiquer. Par exemple, aujourd'hui, nous allons apprendre à faire de la lecture autonome. Définir ce qu'est l'activité. Les enfants doivent comprendre que nous faisons cet exercice dans le but de créer des moments où l'enseignant pourra intervenir auprès de sous-groupes d'enfants en particulier, que tous bénéficieront de ces moments privilégiés avec l'enseignant. Modélisation de la lecture autonome. Cette partie de l'enseignement de l'autonomie est très importante pour que les enfants puissent voir des exemples et des contre-exemples de comportements à adopter. Ils pourront voir les bénéfices ou non s'ils appliquent les bonnes façons de faire.
La phase d'entraînement débute par de courtes périodes d'exercice, aussi peu que 1 minute pour les petits. L'important est de faire vivre des réussites aux élèves afin de travailler leur motivation. Par la suite, nous augmenterons le temps d'autonomie progressivement pour s'approcher le plus possible de notre temps cible, soit environ 10 à 20 minutes selon l'âge des élèves. Maintenant, je peux travailler avec des sous-groupes d'élèves. Je gère le temps et je demeure rigoureux et constant. Les élèves sont de très bons observateurs de nos interventions. Maintenant, comment structurer une période dans laquelle nous voulons rencontrer les élèves en table de besoin, tout en utilisant la démarche des 5 au quotidien? Premièrement, nous devons planifier 3 séances ou plus de travail autonome. Ça peut être des ateliers permanents ou des travaux qui se réalisent de façon autonome afin que l'enseignant concentre ses énergies sur ses interventions en table de besoin. Deuxièmement, il faut effectuer une rotation des ateliers, donc des élèves, après un nombre de minutes précis. Et finalement, il faut s'assurer de voir tous les élèves en table de besoin. Même les élèves plus forts ont des besoins. Comme je l'ai expliqué précédemment, il est possible de structurer une période en s'inspirant de la méthode des 5 au quotidien. En ce sens, il est important de prévoir des ateliers qui peuvent se réaliser de manière autonome. C'est pourquoi nous vous suggérons des idées d'ateliers permanents en français et en mathématiques. Ces ateliers sont nommés permanents car vous pourriez effectuer ces ateliers tout au long de l'année scolaire. Vous trouverez différents documents en français et en mathématiques dans lesquels vous pourrez vous inspirer pour choisir des ateliers permanents. Il est aussi possible de se créer un atelier adapté aux besoins des élèves. Pour ce faire, nous vous suggérons un canevas de création d'ateliers. Ce document vous permettra de définir votre intention pédagogique, les consignes aux élèves, les comportements attendus chez ces derniers, ainsi que des idées quant à la mise en place de cet atelier. De plus, afin de vous inspirer et de vous aider à définir les caractéristiques d'un atelier autonome, nous vous proposons une liste des caractéristiques des tâches qui peuvent être vécues en autonomie. Par exemple, la tâche doit avoir du sens, doit pouvoir être réussie et validée. Elle doit aussi offrir des possibilités d'aide et contenir des consignes claires. Enfin, le cadre matériel et le temps doivent être clairement définis. Maintenant, comment pouvons-nous déterminer les groupements des élèves pour les tables de besoin et savoir quelles notions travailler avec ceux-ci? Pour effectuer un regroupement d'élèves, il faut d'abord et avant tout déterminer leurs forces et leurs difficultés. Il est possible de faire des groupements d'élèves de plusieurs façons. Vous pourriez faire des groupements d'élèves à l'aide des données recueillies lors des portraits d'entrée, par exemple 4 élèves qui ne maîtrisent pas encore le concept de fraction. Il est aussi possible de faire des groupements d'élèves selon vos observations. Par exemple, des élèves qui nécessitent un enseignement spécifique, une consolidation ou des interventions supplémentaires. Alors, d'autres documents pourraient vous être utiles. Dans les documents disponibles, il y en a un qui est une synthèse du modèle des 5 au quotidien. Il y a aussi un document qui présente différents dispositifs de gestion de classe, ateliers, plans de travail et autres. Il y a aussi un modèle qui montre à quoi peut ressembler une affiche pour présenter aux élèves la façon de se comporter. Par exemple ici, que faire quand j'ai besoin d'aide, alors qu'on insère des photos comme modèle.